Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Présentation. Se regarder dans les yeux n'était plus à la mode. Se regarder dans les yeux n'était plus à la mode. Nous pourrions également définir ainsi l'histoire de cette pandémie, selon les mots d'un médecin dans cet ouvrage, qui a vécu les histoires que tous ont vécues. Chacun l'a vécu avec ses couleurs personnelles, avec la joie de la guérison, avec la souffrance de la perte, même d'étrangers, avec toutefois l'envie d'aller au-delà, renforcée par l'incrédulité des débuts ou par le désespoir qui a suivi, mais surtout par la conscience profonde d'être médecin et d'être uni par un but uni. Au cours de ces mois, des comportements sociaux que l'on croyait perdus ont été redéfinis, des valeurs de solidarité que l'on pensait avoir égarées. Tout le monde a contribué, qui plus qui moins, en fonction de ses capacités et de sa sensibilité. Oui, regarder dans les yeux la maladie et la mort nous a rendus égaux les uns par rapport aux autres, parce que nous tous éprouvons les mêmes sentiments. Et le fait de se regarder dans les yeux entre les malades et les médecins, qui est redevenu fondamental par nécessité, nous a fait redécouvrir le côté exceptionnel de l'expérience humaine. Se regarder dans les yeux est devenu également une thérapie. SSA Teresa Serini. Spécialiste en psychiatrie, enseignant en matière médicale à l'université d'Ostrava, siège détaché de Chiasso. Avec le patronage. Celui qui dans le chemin de la vie a allumé même une seule lanterne dans les heures les plus sombres de quelqu'un, n'a pas vécu en vain. Mère Thérèse de Calcutta. Il n'existe aucun homme aussi lâche que l'amour ne puisse pas rendre brave et transformer en héros. Platon. Dédié à l'homme égoïste, narcissique, qui se sent invincible, immortel, qui s'est déifié et a perdu son humanité. À cet homme le coronavirus a voulu apprendre la fragilité, la valeur du sacrifice, de la solidarité et de la compassion. Si même un seul homme a changé l'humanité à gagner, le choix nous appartient. Renata Vaiani. Aux héros inconnus et silencieux montés au ciel qui nous ont laissé la trace du chemin à suivre sans peur. Anastasia Carcello. Aux donneurs de sang que même ce fléau n'a pas pu détourner du souhait d'aider tous les patients dépendants des transfusions. Pietro Bonomo. L'homme qui se tait sait ce qu'il dit. Celui qui n'a jamais pleuré ne sera jamais heureux, celui qui n'a jamais perdu ne gagnera jamais et celui qui n'est jamais mort n'aura jamais vécu. PIERDAVIDE Caruana. Aspect émotionnel. Covid Giancarlo Giudice. Sur la pointe des pieds dans un murmure. Antonella Amadori. Spécialiste en neuropsychiatrie de l'enfant Sassari. Me voici sur la pointe des pieds et dans un murmure, à essayer de mettre sur papier ce qui s'est passé pendant ces 2 mois. Il ne s'agit pas d'un fait individuel, pas seulement tout du moins, mais d'un fait collectif, d'une déchirure historique, d'un point de non-retour, d'une fracture des temps fluides que nous étions habitués à vivre. Avec humilité et également une pointe de honte, je vais essayer en un premier jet de raconter ce qui s'est passé. Nous étions au mois de février alors que distraitement je commençais à m'informer sur ce qui était en train de se passer en Chine, dans la lointaine Chine, qui semblait ne pas nous affecter comme s'il s'agissait d'une autre planète, la planète Covid-19. Ce mécanisme de l'autre reviendra plusieurs fois au cours de ma réflexion. Nous monde globalisé, nous qui pourrions trouver un Coca-Cola à l'autre bout du monde, pensions tout à coup d'être loin de ce qui se déroulait à quelques enregistrements en aéroport de nous. Ah, les mécanismes de défense. Nous allions nous en apercevoir par la suite lorsque nous-mêmes deviendrions les autres, les Italiens. Ensuite, après un mois de journaux télévisés, d'alarmes lointaines est arrivé Mattia, le premier patient Covid italien originaire de Codogno, positif au coronavirus en date du 20 février 2020 à 20h20, pour nous catapulter progressivement vers les chiffres exponentiels de la catastrophe. 1 personne 100 000. Nous sommes passés de ça se passe à Codogno, à ça se passe en Lombardie et en Vénétie, à ça peut arriver et ça arrivera. J'étais effrayé, comme dans un état second en prévision d'une collision imminente. Pour mon travail, j'ai l'habitude de faire de grandes représentations métaphysiques. Pourtant, je n'arrivais pas à symboliser ce qui était en train d'arriver, je n'arrivais pas à le cerner, je ne voulais pas.
Nous sommes passés de peut-être plus de café au bar du vendredi, au confinement global, tout le monde en zone rouge le lundi suivant. Les nouvelles continuaient d'arriver nombreuses et dramatiques. Des nouvelles à propos de malades, de morts, d'infectés, non plus de personnes. Dans ces chiffres à 3 zéros, la subjectivité semblait s'égarer. Face au coronavirus, cette entité inconnue, nous les médecins qui avions grandi avec les évidences de la médecine moderne, nous nous trouvions tout à coup fragiles, impuissants et désarmés. Je suis une neuropédopsychiatre. J'ai fait des études de médecine dans le souci d'aider, de prendre soin du patient, d'être présente et de me salir les mains, de stylo feutre et de slime en ce qui me concerne, dans le sillage de la tradition familiale. Je suis fille de médecin, et mes pensées sont tout de suite allées à mes parents, tous deux médecins généralistes, simples soldats dans cette guerre sans vainqueur ni vaincu. Eux, sûrs de leurs 30 ans d'expérience, semblaient avoir sur leur visage la fermeté de celui qui doit te convaincre que tu es entre les bonnes mains de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Je me sentais nulle. J'ai senti le serment d'Hippocrate brûler en moi comme marqué au fer rouge. Je devais faire, je devais étudier, je devais aider, j'aurais voulu être sur le terrain dans les tranchées. Alors j'ai entamé une étude folle et désespérée, de publications chinoises, à la recherche d'une clé, d'une solution. Mon service de neuropédopsychiatrie pour l'enfance bloquait toutes les visites programmées, seulement les urgences et que Dieu nous vienne en aide et nous envoie des négatifs. Sans aucune éventuelle protection individuelle. Les célèbres épis, saint Graal des temps modernes, sont arrivés fin mars. J'avais peur, je me sentais aliénée, c'était en train d'arriver à moi, mais je laissais courir. En proie à cette angoisse, un jour par hasard j'ai été invitée au groupe des médecins Covid-19, une chaloupe au milieu d'un naufrage collectif. Écouter les expériences directes des collègues, écouter les témoignages de ceux qui étaient en train de faire face en première ligne à l'impact que je ne faisais que craindre a été extrêmement important. Des témoignages, des revues, des débats cliniques utiles, tout à coup nous étions à nouveau une classe, non plus 100 mais 100 000. Les spécialisations n'étaient plus qu'un détail, chacun contribuait à une même cause. Pendant ce temps dans ma ville nous avions atteint le triste record d'être les premiers en Sardaigne pour le nombre de personnes contaminées. Sassari était en tête quant aux cas positifs au Covid. Le cauchemar approchait, je pouvais sentir son souffle dans mon cou. Mon père et ma mère ont étudié les pratiques à suivre. Ils ont fait les essais d'habillement comme il est coutume de faire à l'occasion d'une célèbre fête en Sardaigne, la Sartilia. On observe l'adoubement mystérieux du chevalier masqué qui favorise des événements et une année propice. Ainsi, en revêtant avec diligence les épis, se jouait le sort. Puis un beau jour le cauchemar est passé très près. Mon père, qui avait récupéré des équipements de protection et cassé les pieds à tout le monde pour qu'ils les utilisent correctement, a décidé un jour de faire le test sérologique. Il est rentré spontanément dans un laboratoire privé, et l'a fait sans y réfléchir. Le jour suivant le résultat est arrivé, j'étais au travail, à 1 heure de route, n'étais-je pas là, n'étais-je pas assise ? Le résultat était IgM positif, IgG négatif. Ma mère me l'a communiqué d'une voix ferme, calme, elle dédramatise. Ce sera un faux cas de positivité, tu verras, j'en suis sûre, paniquer ne servirait à rien. Ma mère, tel un phare à la dérive dans la nuit. Mon cerveau explosait. Une ribambelle d'images que j'avais passées en revue au cours des nuits précédentes. Tous les cas d'espèce, prise de panique. J'ai pris ma respiration, j'ai respiré fort. J'ai pleuré seulement pendant un instant, le temps de rentrer chez moi et de me mettre à jouer avec mon fils de 4 ans, envers lequel j'ai le devoir d'afficher une image du monde calme, sûr, mais réel. Le temps de revenir dans les bras de mon mari encore lucide même au milieu des tempêtes les plus incertaines. Il arrive à me retenir ? Attendons, ne nous prenons pas la tête, tout ira. Non, ne dis pas ça, je ne supporte plus d'entendre ça. Entre-temps, on fixe à mon père le rendez-vous pour faire le tampon après 2 jours suspendus, comme dans les limbes, de souffles courts et de rires nerveux bizarres. Nous avions même organisé une grillade à distance, à une grande distance, c'était à ne pas y croire. Puis le jour du tampon est arrivé, pit stop, chose faite, puis de nouveau des heures suspendues. Papa, comment tu vas ? Je vais à merveille. Fais un test de marche, est-ce que tu désatures ? Non, tout va bien. Est-ce que tu ressens les odeurs ? J'entends la collègue du laboratoire. Elle nous fera savoir dès que possible. De longues heures, à ruminer des idées. Puis enfin le résultat, négatif. Mais j'entendais,
Le ciel est bleu au-dessus de Berlin. L'Institut d'hygiène l'a laissé libre. J'ai recommencé à souffler et à réfléchir sur combien de séances chez le thérapeute ont été nécessaires pour comprendre tout ce qui m'a soudain semblé clair, en quelques jours. Seuls ? Nous nous sommes sentis seuls au début. Puis nous nous sommes rassemblés entre collègues, nous avons étudié des parcours et des stratégies à toutes les heures. J'ai pensé apporter ma contribution avec ce que je savais faire. J'ai proposé aux collègues en première ligne un soutien psychologique pour établir un contact émotionnel avec ce qui était en train d'arriver. Les récits que je recevais relataient des vécus profonds d'impuissance, d'égarement, mais ensuite de confiance progressive, de compétence, tout cela pendant que chacun de nous vivait l'isolement personnel de tout pour ne pas mettre les personnes aimées en péril. Je veux rester près d'elles, je veux toucher le patient, j'ai l'habitude. Je ne peux pas supporter le fait de ne pas pouvoir donner du réconfort. C'est ce que m'a raconté une collègue anesthésiste qui me faisait part de son mal-être. Il y a d'autres moyens d'être proche. Les paroles créent des étreintes de la même chaleur, les regards derrière les visières établissent des liens authentiques. Le monde extérieur au contraire, le négatif, se plaignait de l'ennui, des restrictions. Certains ont commencé à appeler héros les membres du personnel sanitaire, d'autres ont expérimenté un fil inconscient de haine et suspicion à l'égard des semeurs de maladies. Voici l'humanité, qui balance en permanence entre ceux qui détestent plus facilement et ceux qui sont plus susceptibles d'aimer. Nous pouvons nous raconter que nous reviendrons de la planète Covid-19 meilleure, édifiée. Heureusement pour quelques-uns ce sera même un peu vrai. Pour la majorité au contraire ça aura été comme avoir vécu un grand bluff, ils s'en prendront au gouvernement, aux voisins. À l'autre, ils penseront qu'il s'agissait d'une mascarade pour le complot de tendance de la semaine et ils continueront à dormir sereinement dans leur lit. Nous médecins nous ne pouvons pas oublier, nous ne voulons pas, car si nous avons appris une chose, c'est que nous sommes vraiment une communauté et que nous pouvons toujours compter sur le collègue qui te passe les enregistrements de ce cours super dur, ou qui te sauvera la mise sur un tour parce qu'ensemble vous êtes une équipe. Sur la pointe des pieds dans un murmure, voici ma petite histoire. Neptune 19 à Bologne, Hermano Macomari. Nouvelle réalité. Carmine Spadafora. Hygiène et médecine préventive, Croton. Tous avec le masque. Vert, bleu, blanc. Maintenant il y a même ceux qui par habitude ou par commodité l'ont en fantaisie, tricolore, à fleurs, style camouflage, mais on se regarde tous dans les yeux. Un peu pour nous reconnaître, un peu pour nous sentir proches, unis par le même sentiment, la même peur. Se regarder sans les yeux n'était plus à la mode. Désormais avec les portables et les smartphones, on avait perdu le contact humain avec les gens, avec les connaissances et les étrangers. Maintenant au contraire avec le visage semi-couvert, nous cherchons solidarité, familiarité dans le regard de ceux qu'on rencontre. Comme ceux qui n'ont plus un sens et compensent une telle lacune en développant les autres sens. Ceux qui ne voient pas, avec le toucher. Ceux qui n'entendent pas, avec la vue et l'attention. Avec ces regards sans mots, nous voudrions nous communiquer nos angoisses, nos peurs, notre solidarité. Pas de texto, de courriel, nous avons besoin de contact humain. De sentiments exprimés avec les mots, mais aussi sans mots, tant qu'ils ne sont pas virtuels. Comme si ce changement voulait nous enseigner quelque chose. Comme si l'humanité avait besoin de s'humaniser véritablement dans le respect des uns envers les autres, et de l'homme envers la nature. Jamais auparavant nous n'avons été contraints de réfléchir sur l'importance de certaines valeurs qui existent entre nous, et le respect de la nature. Cette pandémie sans frontières nous a fait réfléchir sur la nécessité de considérer chacun de nous comme un citoyen du monde entier, sans barrières, frontières, différences de race, de religion, d'opinion politique. Nous nous sommes tous retrouvés à naviguer non pas sur un bateau mais sur un énorme radeau dans un naufrage. Bien serrés les uns aux autres, accrochés aux poutres de bois, collés les uns à côté des autres. Soit tout le monde s'en sort, soit personne ne s'en sortira. Nous avons été obligés de considérer la nature d'une manière différente. Comme une mère que nous devons aimer et respecter parce que nous l'avons violée et outragée, et elle a voulu nous faire comprendre à la rencontre de quel drame nous sommes en train d'aller. La mer, le ciel, la terre, l'air ont retrouvé des couleurs, des parfums, des aspects que nous ignorions. Nous avons vu des choses qui à cause de l'homme étaient cachées auparavant, à cause du progrès.
Pourrons-nous à recommencer à vivre dans un monde différent? Ou plutôt parviendrons-nous, conscients de cette expérience négative, à respecter la Terre afin d'éviter que cette dernière se venge sur notre santé? Le soleil filtre à travers une fente dans le volet. C'est ennuyeux, mais cela m'indique le matin. J'en suis heureux. Cela veut dire qu'il est jour, que je peux me réveiller. Le cauchemar est terminé. J'ai fait un mauvais rêve. Un terrifiant virus contagieux avait frappé le monde entier, tout était arrêté, on ne comptait plus les morts. Les gouvernements avaient dû fermer les États, les régions, les villes, pour faire face aux contaminations. Mes enfants? Je n'avais pas pu les voir pendant longtemps, combien de temps? Il n'y avait pas moyen de sortir. Les écoles, les bureaux, les magasins. C'était comme être enfermé dans une bulle où le temps et l'espace s'étaient arrêtés. Ceux qui avaient la foi priaient. J'ai vu à la télévision des rangées et des rangées de fourgons de l'armée qui transportaient des cercueils, car les cimetières ne pouvaient plus en contenir. C'était dur à voir. Des images de médecins et infirmiers en combinaison d'astronautes étaient diffusées aux informations. Mon front est perlé de sueur. Je cours dans la salle de bain et me rince le visage, et je vais ensuite sur le balcon. Il y a un étrange silence. Aucune voix d'enfant allant à l'école, de porte de voiture, de volet ou de balcon qui s'ouvre. Personne ne marche dans la rue. Rien. Un monde endormi, drogué. Mais que se passe-t-il? Tout s'est arrêté, figé comme une carte postale. Un silence anormal. Personne dans les parages. Je regarde mieux autour de moi, ce n'est pas un cauchemar. C'est la réalité. Le monde entier s'est arrêté. On a presque l'impression de devoir retenir son souffle pour ne pas faire de bruit. Tout est suspendu. Pourtant à 18h quelque chose se passe. Nous sommes tous au balcon et aux fenêtres de nos maisons. Nous avons découvert des voisins d'immeubles et de paliers que nous n'avions jamais vus, et maintenant nous les regardons comme des naufragés cramponnés à des troncs au milieu de la mer. Il y a ceux qui sortent le drapeau et ceux qui chantent. Des gestes superstitieux ou comme pour dire « tu n'es pas seul, je suis là aussi ». Des personnes auxquelles nous n'avions jamais adressé un regard ou un mot et auxquelles désormais on dit « Allez frères, nous sommes encore là, une autre journée est derrière nous, salut, on se voit demain ». Une nouvelle humanité, et un nouveau respect envers la nature. Une nature qui veut se venger sur nous, non, au contraire. Elle veut que nous réfléchissions, elle veut que nous assumions des décisions et des comportements différents. Que nous essayions de mieux vivre, entourés d'espaces habitables et salubres. La nature comme une mère bienfaisante et éducatrice de ses enfants. Mais quel beau que. J'ai 71 ans. Et je ne suis pas un expert en la matière. Hermano Marco Mari. RSA, bonne nouvelle. Bernardo Marazzo. Spécialiste en pneumologie Mesoracha, KR. La chance, le bon sens, la position géographique et la providence ont œuvré ensemble pour un résultat final incroyable. Zéro contamination dans notre résidence RSA. Résidence sanitaire d'assistance, une structure sociale et sanitaire dédiée aux personnes âgées qui ne sont plus autonomes, qui ont besoin de soins de santé continus, de soins infirmiers ou de réadaptation. Dans une période où les bulletins nationaux donnaient des chiffres alarmants de personnes âgées décédées à cause de la pandémie en cours. Depuis des années, je travaille comme directeur médical dans une RSA calabraise de 58 lits conventionnés. Et pendant chaque hiver passé, j'ai vu nos hôtes âgés attraper la grippe, même s'ils s'étaient vaccinés dans les délais requis. Les vieux, normalement, ont d'emblée d'autres pathologies, du diabète à l'hypertension artérielle pour ne citer que les plus fréquentes. Pour cette raison, les réponses immunitaires sont en partie compromises. En plus, à cause de leur pathologie, la prise répétée de médicaments non sans effet secondaire interfère avec le fonctionnement des organes, en particulier les soi-disant émonctoires, le foie et les reins. Pour cette raison, avec la population gériatrique, il est nécessaire d'être très prudent dans l'administration de nouveaux médicaments. Comme toutes les structures sanitaires, nous étions déjà préparés au début de l'hiver à une vague massive de grippe, donc nous avions pris certaines précautions pour en limiter la diffusion.
Des précautions qui se sont ensuite révélées très utiles pour empêcher l'infection par la Covid-19. Depuis février 2020, un mois avant le confinement, la direction sanitaire de la structure, suite à des réunions des dirigeants médicaux, avait approuvé une norme transitoire qui empêchait l'accès à la maison de repos aux étrangers et surtout aux membres de la famille, afin de protéger les résidents toujours trop prédisposés à la contagion. De plus, le personnel de santé a été sensibilisé, à commencer par les OSS, opérateurs socio-sanitaires, sur la nécessité d'une parfaite hygiène des mains. Ainsi, des distributeurs de gel désinfectant ont été placés dans les points d'accès stratégiques tant des chambres que des pièces à usage commun et des gants à mono-usage partout. Les masques accumulés les années précédentes, et ceux commandés quand la nouvelle de l'infection généralisée à Wuhan, en Chine, s'était répandue, ont été très utiles dans la période de pénurie généralisée qui a suivi. Bien que nous n'ayons pas pris de décision particulière, mais avec la simple prudence et le partage des règles d'hygiène, nous avons réussi à garder la Covid-19 à distance. Je précise en outre que dans les cas suspects on a fait le tampon nasopharyngé accent aigu. En particulier 33 tampons ont été réalisés sur le personnel en service, toujours pourvu de masques. Encore 12 tampons ont été effectués à l'hôpital ou en privé par les résidents, avant d'être hospitalisés et ensuite transférés en maison de repos. Pour finir, des tampons ont été également faits au personnel qui rentrait en service après le chômage technique. Maintenir le bon équilibre émotionnel pour affronter le confinement n'a pas toujours été facile, surtout en famille, où la peur de la contagion était toujours présente. La réclusion forcée, une période complexe à bien des égards, s'est également révélée une grande opportunité pour nous êtres humains, ou tout du moins pour ceux qui n'ont pas l'habitude de critiquer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.